Dans votre supermarché, ils ne vous ont certainement pas échappé. Et cet été, ce sont des produits qui devraient d'ailleurs particulièrement vous intéresser. Pour beaucoup d'entre vous, ils sont déjà devenus un réflexe. Comme pour Sarah, quand elle fait ses courses, enfin plutôt sa chasse aux calories. Recette au fromage blanc, je vais regarder s'il y a du sucre. Donc pour un pot, on a 280 calories. C'est pas mal quand même pour un dessert. 280 calories, beaucoup trop pour ce fromage blanc. Mais Sarah ne va pas pour autant se priver de dessert. Elle opte pour ce yaourt aux fruits. Donc là, on est à 52 calories pour un pot. 52 calories, c'est 6 fois moins que l'autre produit. Et ici, ils disent 0% de sucre ajouté. Donc ça, je vais le prendre. La jeune femme se permet même un dessert au chocolat. Pour un yaourt, donc c'est 113 calories. 113 calories, pas tant que ça pour du chocolat. Et si elle s'autorise ces petits plaisirs, c'est parce que tous ces produits sont allégés. Depuis 2 ans, la jeune femme ne jure que par ça. Light, allégé, 0%. Ces produits se sont imposés partout, au rayon céréales, au rayon jambon, et même là où vous détourniez avant le regard, si vous faites attention à votre ligne, comme au rayon ketchup ou soda. Et comme Sarah, quand vous achetez ces produits, vous êtes beaucoup à penser vous faire du bien. Et ce, sans prendre de poids. 0 sucre, 0 sel, pas de matière grasse. Donc c'est presque que du sain, presque. À un certain âge, il faut faire très attention, sinon on prend et hop, c'est plus s'en séparer. Et faire un régime, c'est hors de question pour moi. Je peux doubler effectivement la consommation sans prendre de poids. J'ai bonne conscience, on va dire. En prendre et en reprendre, sans grossir. Mais comme le pense cette dame, est-ce véritablement le cas? Lorsque l'on regarde les publicités, c'est vrai qu'il y a de quoi saliver. Un bon soda rafraîchissant. Encore plus le goût de Coca-Cola. Toujours 0 sucre. Sans 1 gramme de sucre. Des yaourts onctueux, sans aucune trace de matière grasse. Panier 0% extra, une texture si onctueuse. Et même de la brioche moelleuse, sans culpabiliser. Découvrez la brioche tranchée light, délicieuse et seulement 8% de matière grasse. Moins de matière grasse ou moins de sucre. Alors forcément, vous vous dites que désormais vous pouvez manger sans vous priver. Et ce, tout au long de la journée. Le matin avec des tartines au beurre et de la confiture allégée. Pour le déjeuner, en ressortant les chips, autrefois bannis. Vous aviez oublié le goût des biscuits au chocolat, et bien désormais, vous vous le permettez. L'allégé est aujourd'hui devenu un poids lourd de l'industrie agroalimentaire. En France, il pèse pas moins d'1,5 milliard d'euros par an. Alors, comment font les marques pour supprimer les ingrédients susceptibles de nous faire grossir, tout en préservant ce qui nous attire, le goût? Nous avons enquêté sur les best-sellers du light, comme les yaourts 0%. L'un des leaders du marché a accepté de nous dévoiler ses secrets de fabrication de ces produits allégés. Le consommateur, qu'est-ce qu'il veut? Un produit naturel, provenant uniquement du lait, ou bien un produit plus agréable en bouche? Pour nous convertir à leurs produits version light, certains industriels n'hésitent pas à littéralement tordre la recette traditionnelle avec des ingrédients inattendus. Voici où nous a mené notre enquête sur les yaourts allégés. Le goût est un enjeu majeur de l'industrie du light et l'un des ingrédients les plus compliqués à remplacer, c'est le sucre. Créer un goût sucré sans aucune calorie, c'est l'équation presque impossible dans laquelle se sont lancées notamment les grandes marques de soda. Le cola allégé prend un tiers du rayon. Alors, qu'y a-t-il dans nos soda light? Nous avons enquêté sur ces faux sucres et particulièrement ces édulcorants, aujourd'hui au cœur de nombreuses interrogations.
J'ai découvert que sur ces 166 études, 74 avaient été financées par l'industrie des faux sucres. Ces soda light nous permettent-ils de vraiment garder la ligne, comme beaucoup le pensent? Nous avons mené une incroyable expérience. Dans la bouteille bleue, nous avons de l'eau. Dans la bouteille violette, du soda sucré. Et dans la verte, le même soda, mais dans sa version light. Quel est l'impact de ces boissons à base d'édulcorants sur notre métabolisme, ainsi que sur notre appétit? Enquête sur les produits light. Quand vous allez faire vos courses dans un supermarché comme celui-ci, ça vous a peut-être frappé aussi. Le gigantisme des rayons, et notamment le rayon boissons et soda, de plus de 20 mètres ici. Il suffit de s'y pencher de plus près pour comprendre pourquoi. Vous aimez l'Orangina? Vous êtes-vous laissé tenter par la version 0? Vous voulez de l'Oasis avec moins de sucre? Ça existe aussi. Idem pour le Fanta. Aujourd'hui, toutes les grandes marques y vont dans leur version light. Coca a même décliné 3 gammes de produits light, 0 ou life. Et aujourd'hui, une telle offre de produits, ça n'étonne même plus Guillaume, le chef de rayon. Nous avons la limonade 0, le 7-Up 0, le Schweppes 0. Le cola léger prend un tiers du rayon. C'est très important. Ça fonctionne très bien, ouais. Très bien, ouais. Ça marche bien? Très bien même. Pour quasiment le même prix, ces produits offriraient le même plaisir en bouche que la version sucrée. Alors par quel miracle les industriels ont-ils réussi à retirer le sucre tout en préservant le goût de leur boisson? Les grands du secteur n'ont pas souhaité nous répondre. Une marque a tout de même accepté de nous ouvrir ses portes. Au cœur des montagnes du Massif central, dans la petite commune de Bort-les-Orgues. C'est ici qu'est fabriqué un soda américain version Made in France, l'Auvergnat Cola, l'un des sodas régionaux les plus vendus dans le pays. Et le patron n'est pas peu fier. Dans sa vieille de chevaux, peinte aux couleurs de sa boisson. Il s'appelle Philippe Audebert. La Dodoche, c'est le côté décalé, c'est le côté fun d'Auvergnat Cola, c'est le côté amusant. On se prend pas au sérieux, on fait des colas, on n'est pas en train de faire la guerre aux géants mondiaux. Il ne fait pas la guerre aux géants du secteur, mais il en a tout de même repris certains codes, comme l'écriture manuscrite blanche sur un fond rouge. Ça ne vous rappelle rien? Mais le patron s'est surtout inspiré de la fameuse recette à succès. Et ça marche. Ce fabricant de limonade s'est lancé dans le cola il y a 8 ans. Aujourd'hui, ce sont près d'1 million de bouteilles de cola qui sortent chaque année de sa petite usine locale. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Philippe, ça va? Qu'est-ce que tu prépares là? Ce matin, on va partir sur du cola classique. Ouais. Et si de Coca à Auvergnat Cola, le secret de leur boisson est bien gardé, il a tout de même accepté de nous donner quelques clés sur sa recette. Elle se trouve dans ces gros bidons. On pèse nos arômes naturels de notre recette secrète. Ce liquide noirâtre, ce sont les extraits d'herbes pour le goût. Comme tous les autres colas, on retrouve aussi de la caféine à grande dose. Ces ingrédients constituent le sirop, c'est la base du cola. Il est ensuite versé dans de l'eau gazeuse. Mais à ce stade, la boisson est imbuvable, beaucoup trop amère. Alors pour l'adoucir, Jean-Michel fait comme les autres grands du secteur. Il ajoute un ingrédient, l'un des principaux dans la recette du cola. Donc là, on va incorporer notre sucre. Du sucre, beaucoup de sucre. C'est ce qui fait que le consommateur va apprécier le produit et va en redemander. Alors, ça fait 108 grammes de sucre par litre, produit fini. Pas mal quand même. Le cola est un produit très sucré. C'est le soda le plus sucré. 108 grammes par litre, c'est tout de même l'équivalent de 6 morceaux de sucre pour chaque petite bouteille. C'est énorme, mais le sucre est indispensable pour obtenir le goût si particulier du cola.
La bouche est enrobée par le sucre. C'est agréable, on a envie d'en consommer à nouveau. C'est un produit plaisir. Un bon goût sucré. La contrepartie, ce sont les calories. 139 par bouteille. De quoi repousser ceux qui veulent garder la ligne. Alors, comme ses concurrents, il a lancé une gamme sans sucre. Un cola 0 calories. Mais pas question pour autant de perdre son goût sucré. Et la solution est dans ce petit sachet. Donc là, c'est des édulcorants. Ça donne un goût assez fin et assez ressemblant au sucre. Ça a le goût du sucre, mais sans les calories. L'édulcorant qu'il utilise s'appelle le sucralose. Du sucre naturel transformé chimiquement, sans calories, mais avec un fort pouvoir sucrant, jusqu'à 600 fois plus élevé que le sucre. Donc c'est énorme le pouvoir sucrant, donc il faut très peu d'édulcorant pour remplacer du sucre. Alors après, on pourrait croire que l'édulcorant, on en met beaucoup moins, ça coûte moins cher, mais ça coûte beaucoup plus cher, mais on en met beaucoup moins, ça coûte à peu près le même prix que le sucre. Une poudre a priori miraculeuse, car pour donner le goût sucré à son soda, Michel met seulement 10 grammes d'édulcorant par litre, contre 108 de sucre pour la recette classique. On va goûter le produit. Pas plus cher que le sucre, 0 calories, le sucralose semble cocher toutes les cases. Mais le goût est-il vraiment similaire à celui du sucre? Il y a quand même un goût artificiel qu'on n'a pas avec le cola classique, qui c'est du vrai sucre. Là, on a quand même... On a remplacé le sucre, mais on n'est pas arrivé... On n'en est pas loin, mais on n'est pas arrivé exactement au même goût qu'avec le classique. Retrouver le goût du sucre, c'est la quête absolue des industriels pour conquérir un maximum de consommateurs. Une quête derrière laquelle se cachent des affaires qui touchent certains ingrédients. Vous les avez déjà peut-être repérés sur les étiquettes de certains de vos produits. Des noms qui ont été associés à de véritables polémiques. Pour comprendre, nous sommes allés là où tout a commencé il y a 50 ans, aux États-Unis, le royaume de la junk food et du soda. Bienvenue à New York. Ici, comme dans le reste du pays, le surpoids est un véritable fléau. 38% des Américains sont en situation d'obésité. Résultat, le marché des boissons allégées est colossal. Les Américains en raffolent. Ils en consomment 190 litres par an et par personne. Je sais juste qu'elles sont moins sucrées, alors je préfère boire ça plutôt que de me priver. C'est plus simple comme remède que de se mettre à la diète ou d'aller à la gym. Sauf qu'avant de séduire les consommateurs, les boissons light ont dû surmonter pas mal d'obstacles et tordre le cou à quelques scandales. À une vingtaine de kilomètres de New York, il y a un homme qui connaît tout cela par cœur. Il l'affiche fièrement. C'est l'un des spécialistes du soda aux États-Unis, Mike Weinstein. Il a travaillé pour la plupart des géants du secteur au service marketing. Il a vécu la guerre du soda light de l'intérieur. J'ai travaillé pour 5 groupes aux États-Unis. J'ai commencé ma carrière chez Pepsi. Leur boisson la plus populaire était le Pepsi classique et ensuite le Pepsi Light. Une guerre qui a commencé il y a 70 ans avec cette boisson, l'ancêtre du soda light. Ok, je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est une caisse originale de NoCal. NoCal, c'est-à-dire pas de calories. Un concept révolutionnaire à l'époque. Cette marque a été créée en 1952. Et peu de gens le savent, mais avant NoCal, il n'y avait pas de boisson light. La marque remplace le sucre par du cyclamate, rien à voir avec du sucre naturel. C'est un produit de synthèse sucrant, mais sans calories. Le problème, c'est que niveau goût, à l'époque, on est encore loin du compte. Mais la version n'était pas aussi bonne, parce que l'édulcorant n'arrivait pas à reproduire le goût du sucre. Résultat, les consommateurs se détournent du NoCal. Et ce qui va signer l'arrêt de mort de la marque, c'est la découverte d'éventuels effets secondaires du cyclamate. Des chercheurs détectent dans les années 70 des risques de cancer de la vessie chez les rats. L'édulcorant est interdit aux États-Unis. Des problématiques de santé publique qui vont se répéter plusieurs fois
avec d'autres édulcorants, comme celui utilisé dans cette boisson lancée par Coca à la fin des années 70. Un soda light à base de saccharine, elle aussi soupçonnée d'être cancérigène, ce qui oblige les marques à inscrire une mention rédhibitoire. La saccharine provoquerait des risques de cancer selon des études menées sur des animaux. Pas très vendeur. Dans cette quête du goût, les marques ne vont cesser de buter sur des enjeux de santé. Et il y a un ingrédient best-seller utilisé dans bon nombre de soda light qui fait encore aujourd'hui l'objet de nombreuses questions. L'aspartame. Un faux sucre artificiel mis au point dans les années 80 par James Shetter, un chercheur du célèbre laboratoire américain Searle. Coca a été la première marque à introduire l'aspartame. Et c'était bon. Aujourd'hui, l'aspartame reste l'édulcorant qui se rapproche le plus du sucre. Et c'est aussi moins cher. L'aspartame va faire décoller le marché du soda light avec Coca-Cola, qui crée Diet Coke. Puis, il y a Pepsi, la première marque à associer dans ses pubs le corps mince des femmes au bon goût de sa version light. Pendant près de 15 ans, les ventes de soda allégé ne cessent d'exploser. Plus rien ne semble alors arrêter le marché du light. Jusqu'à la publication de ce rapport en 1995 de la FDA, l'autorité américaine de sécurité des aliments. Elle relaie les réactions de plus de 7000 consommateurs de produits à base d'aspartame. 92 effets secondaires sont alors répertoriés. On parle en premier lieu de maux de tête, de vertige, de maux de ventre, de changement d'humeur ou encore de perte de mémoire. Mike, le spécialiste du soda, se souvient très bien de ce rapport. C'est à ce moment-là que les gens ont commencé à penser que l'aspartame n'était peut-être pas si bon pour eux. Ce rapport va soulever des questions sur le danger de l'aspartame et attiser la curiosité de certains scientifiques. L'un des premiers à avoir jeté un pavé dans la mare vit ici, près de Buffalo, dans l'État de New York. Depuis plus de 20 ans, Ralph Walton enquête sur les effets de cet édulcorant. Ça, c'est la première étude que j'ai écrite à ce sujet. Convulsions et troubles psychiatriques après une grande consommation d'aspartame. Ralph était professeur en psychiatrie à l'Université de médecine de l'Ohio. Et ce qui va faire sa renommée aux États-Unis, c'est une étude qui va faire écho dans tout le pays. En 1996, il est l'invité de 60 minutes sur la chaîne CBS, l'émission d'information la plus regardée aux États-Unis. Et ces révélations, ce jour-là, vont faire l'effet d'une bombe. J'ai lu la littérature médicale relative à la sûreté de l'aspartame. J'ai trouvé 164 études. Dans son rapport, le docteur Walton a enquêté sur les résultats et le financement de ces études. Sur les 164 répertoriés, près de la moitié ont été financés par des géants de l'agroalimentaire. Et une fois sur 4, c'est le nom de Searle qui revient, le laboratoire de James Shetter, le créateur de l'aspartame. Des études financées par des fonds privés qui, selon le Dr Walton, arrivent toutes à la même conclusion. 100% des études financées par l'industrie disent que cet édulcorant est inoffensif. En revanche, pour les études indépendantes menées pour certaines dans les universités les plus prestigieuses, la grande majorité arrive à une toute autre conclusion. En revanche, 92% des études indépendantes montrent qu'il y a un danger. Des études qui concluent par exemple à l'époque que l'aspartame pourrait endommager le développement du cerveau de certains enfants ou déclencher des crises d'épilepsie. Un éminent chercheur américain, le professeur Olney, pose la question du lien potentiel entre l'aspartame et l'augmentation des tumeurs au cerveau constatée chez l'homme. 20 ans après ce premier rapport de Ralph Walton, le débat entre scientifiques n'est pas tranché. L'aspartame est-il dangereux pour notre santé? C'est une question qui se pose encore dans les médias. Nous avons contacté le laboratoire Searle pour avoir son point de vue. Un mail
restés sans réponse. Pour les autorités européennes et américaines, il n'y a aujourd'hui aucune raison d'interdire l'aspartame. Nous avons contacté l'EFSA, l'Agence européenne de sécurité des aliments, en lui faisant part des travaux du Dr Walton. L'agence nous a renvoyé vers ce lien qui précise que les effets de l'aspartame ont été de nouveau analysés en 2013. Les conclusions attestent qu'il n'y a pas de danger pour le consommateur, y compris les nourrissons, les enfants et les femmes enceintes. Aujourd'hui, dans nos rayons, bon nombre de produits contiennent de l'aspartame. La grande majorité des soda light, mais aussi certains yaourts ou même des chewing-gums. Les édulcorants au pouvoir sucrant sont de plus en plus utilisés par les grandes marques de l'industrie agroalimentaire. 0% de matière grasse, 0% de sucre ajouté. Et pour nous les vendre, elles affichent dans leur publicité un marketing très efficace. Des messages qui jouent sur la diététique, du sexy, du light, de la légèreté, qui nous donnent le sentiment de manger allégé, de se faire plaisir, tout en gardant la ligne. Alors est-ce vraiment le cas? Quand nous mangeons des produits light, a-t-on réellement moins de risques de prendre du poids? Une femme s'est penchée très sérieusement sur cette question. Catherine Appleton, une célèbre chercheuse de l'université de Bournemouth en Grande-Bretagne. Cela fait 20 ans qu'elle étudie les effets des faux sucres sur notre corps. Les édulcorants sont de plus en plus utilisés dans l'industrie alimentaire. Avec mon étude, je démontre qu'ils peuvent être contre-productifs. Contre-productifs? C'est-à-dire qu'ils n'auraient pas forcément des effets positifs sur notre poids. L'étude à laquelle Catherine fait référence a été publiée chez Elsevier, l'une des revues scientifiques les plus réputées dans le monde. Les effets des boissons allégées sur l'alimentation après un exercice physique. Et les résultats ont attisé la curiosité des médias. La nutritionniste Catherine Appleton va nous montrer une des expériences qui a amené des scientifiques à s'interroger sur ces produits. En 2010, la chercheuse est invitée sur la BBC, la chaîne nationale britannique. Nous sommes ici pour faire une expérience sur l'appétit des participants après qu'ils aient consommé des boissons artificiellement édulcorées. La réponse doit vous intéresser, n'est-ce pas? Et elle pourrait même vous surprendre. Ce jour-là, Catherine Appleton va reproduire son étude devant nos caméras. Merci, monsieur. Rendez-vous dans une salle de fitness. 12 garçons ont été convoqués. Ils ne savent pas encore ce qui les attend. Merci d'être venus. Nous allons faire un peu d'exercice ce matin. Ensuite, nous vous donnerons quelque chose à boire, puis à manger. Donc si vous voulez bien vous changer. Première étape pour les cobayes, une session de course à pied. Je vais vous demander de courir pendant 30 minutes. Ensuite, je vous donnerai 1 litre de boisson. Les 12 participants vont devoir courir pendant une demi-heure. Allez les gars, plus qu'une minute 30. Allez, on accélère les gars pour la part. L'objectif, qu'ils aient soif, car la chercheuse leur a préparé de quoi s'hydrater. Mais tous ne boiront pas la même boisson. Dans la bouteille bleue, nous avons de l'eau. Dans la bouteille violette, du soda sucré. Et dans la verte, le même soda, mais dans sa version light. Dans la gourde verte, un soda light à base d'aspartame. C'est celui qui intéresse tout particulièrement Catherine. L'expérience commence véritablement maintenant. Okay, stop. Vous avez terminé. Maintenant, venez prendre votre boisson. Je ne vous dirai pas ce qu'il y a dans les bouteilles, mais vous devrez tout boire. Il y a 1 litre. Voici les 4 hommes qui ont hérité du soda light. Ils ont été choisis au hasard. Parmi eux, il y a Gwendal. Et c'est maintenant que le comportement des 12 cobayes devrait changer. Entrez. Installez-vous à la table de la bonne couleur.
Le groupe est réparti sur 3 tables. Gwendal est à la table de la gourde verte. Catherine va étudier leur appétit. Petit tour de table, on commence par ceux qui ont consommé une boisson sucrée. Je pense que peut-être le coca a dû me caler ou quelque chose comme ça, mais je m'en... Oh non, là, non, j'ai vraiment pas faim. Là. Pas beaucoup d'appétit à la table du soda sucré. Un peu plus pour ceux qui ont bu de l'eau. Après une demi-heure de séance, moi ça me donne faim. En revanche, Gwendal et ses camarades semblent affamés. Ouais, j'ai faim. Dès qu'on a fini le cola, j'avais plus faim, mais là maintenant, j'ai bien envie de manger. Et vous? On a faim. Pareil. Pour mesurer les différences d'appétit, en cuisine, le chef a concocté un déjeuner plutôt copieux. Ils commenceront par des œufs durs, ensuite des sandwichs triangles accompagnés de frites et d'une salade verte. Mais ce n'est pas fini. Il y a aussi des chips, du saucisson, du fromage, un dessert et même des friandises. En tout, le menu contient 2066 calories. Cela correspond tout de même à 80% de l'apport nutritionnel d'une journée complète. Pour tout avaler, il va donc falloir une faim de loup. Vous avez devant vous une quantité précise de nourriture. Je vais maintenant vous demander de manger jusqu'à ce que vous commenciez à atteindre la satiété. Merci, profitez-en. Pour cette expérience, il n'y a qu'une seule règle, manger à sa faim. À la table de l'eau, le rythme paraît tout à fait normal. Même constat pour ceux qui ont bu du soda sucré. Mais à la table de Gwendal, les assiettes sont déjà presque vides. J'avais très faim. Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'appétit vient en mangeant. C'est marrant, plus je mange, plus j'ai faim. Je vous préconise de manger le saucisson avec les chips. C'est le dessert après. Ils ont tout dévoré en moins de 7 minutes. C'est des ravageurs, ils mangent vraiment très vite. C'est des morphales. C'est une bande de morphales, ils ont déjà quasiment tout fini. À la table de l'eau, un premier participant est sur le point de jeter l'éponge. Moi je commence à caler, Je suis pas loin. Alors que du côté de Gwendal, J'en prends 3, on fait comme ça. on demande du rab aux voisins. Une assiette presque pleine. On va faire un chacun, non? Ah oui. Là, on prend 2, comme ça. Des chips et une deuxième assiette à peine entamée. Ça change pas, fais-toi. Allez les verres. Non mais eux, il y avait un truc dans la boisson. Et tu vois ce qu'ils boivent eux, tu vois ce qu'ils mangent nous. Non, mais je sais pas comment ils font. Ouais, clairement. C'est des malades. Vous avez encore faim, vous? Ça va. Plus du tout. Quasiment plus. Au bout de 30 minutes, tout le monde a mangé à sa faim. L'expérience s'achève. Catherine, la scientifique, fait les comptes des calories consommées. Le groupe du soda allégé est celui qui a mangé le plus et a terminé les restes des autres groupes. Ses membres ont consommé environ 2000 calories chacun. 25% de plus que ceux qui ont consommé de l'eau et 30% de plus que le groupe qui a bu du soda sucré. Et voilà pourquoi. Vous aviez une boisson au goût sucré. Et quand notre cerveau reçoit l'information que l'on voit une boisson au goût sucré, notre corps s'attend à recevoir de l'énergie. Comme c'est du faux sucre, il n'en reçoit pas, donc il va décupler l'appétit. C'est pour ça que vous êtes censé manger plus que ce groupe-là. Et à la vue de vos assiettes, c'est ce qu'il s'est passé. En clair, les édulcorants ne satisferaient pas notre appétit. Explication. Lorsque nous consommons du sucre, nous consommons des calories, qui sont elles-mêmes de l'énergie. Elles envoient alors un message de récompense à notre cerveau. Un message de satisfaction. Les édulcorants, eux, envoient un message trompeur. Le goût du sucre, mais sans les calories. Notre cerveau insatisfait demande alors encore plus de nourriture. C'est light, t'as moins de sucre, ça. Et si après ça fait manger plus, au final, c'est pire. Je trouve que c'est encore pire quoi, du coup. C'est vrai, ouais. On a donné quelque chose de light alors que derrière on va manger 3 fois plus en fait. C'est un coup marketing un petit peu plus qu'autre chose. Cette expérience, Catherine l'a menée à de nombreuses reprises.
Merci à tous, vous êtes libres. Et à chaque fois, la conclusion fut la même. Des résultats qui ont été corroborés par d'autres études sur les produits light, en 2008 aux États-Unis, en 2016 en Australie ou en 2014 par une autre étude qui a elle aussi fait grand bruit. Celle de l'américaine Sarah Bleich, professeure à Harvard. Son expérience sur 23 965 personnes est arrivée à la conclusion suivante. La consommation de boissons light peut entraîner une augmentation de l'apport alimentaire global et peut être attribuée à l'édulcorant artificiel, provoquant des troubles sur le contrôle de l'appétit. Alors nous avons voulu connaître la position des marques qui utilisent des édulcorants dans leurs produits. À ce jour, aucune d'entre elles n'a pris le temps de nous répondre. Une chose est sûre, l'engouement pour les produits allégés reste fort. Un Français sur 4 consomme chaque jour au moins un produit light. Attiré par les promesses d'alléger en sucre, mais aussi en matière grasse, réduite jusqu'à 0%. Un ingrédient qui donne pourtant toute la saveur et le goût à ce que nous mangeons. C'est un 0% à la texture unique. Alors pour nous convaincre d'acheter leurs produits, Fondant dans la bouche. les marques mettent tout en place pour les rendre tout aussi appétissants. Plaisir. Dans les pubs, mais aussi en coulisses lors de la fabrication. Et vous êtes loin d'imaginer quels ingrédients insoupçonnés sont utilisés dans certains produits light que vous mangez. Dans cette usine de Normandie, justement, la chasse aux matières grasses est devenue un enjeu majeur. C'est l'un des géants des yaourts après Danone et Nestlé, les maîtres laitiers. Chaque année, 140 000 tonnes de produits laitiers sortent de ces chaînes de production, sous son propre nom, mais aussi pour de grandes marques de distributeurs. Bonjour, ça va ? Il faut qu'on trouve le 4 x 100 grammes 0% morceau fruits. Le patron, c'est Anthony Le Carpentier, dans le métier depuis 10 ans. Je cherche du 4 x 100 grammes 0% fruits. Ce serait plus là-bas ? Bon, bah on va aller faire un tour là-bas. Du fromage blanc 0% ou aux fruits, impossible de passer à côté de la tendance de l'allégé. C'est même une exigence de ses clients de la grande distribution. Les MDD veulent aussi se positionner au niveau des produits allégés. Quand un grand comme Danone sort un nouveau produit, tout de suite les MDD vont dire on ne veut pas exactement la même chose, mais on souhaiterait avoir à peu près le même type de produit. Des yaourts allégés, Anthony et Daniel en produisent beaucoup. Mais vous allez voir que ce ne sont pas forcément ce qu'ils préfèrent. Pourtant, a priori, sur le papier, cela n'a pas l'air si compliqué à fabriquer. Tout commence par la matière première, le lait. Le problème, c'est que lorsqu'il arrive ici, le lait est entier. Et il contient naturellement 36% de matière grasse. Tout le contraire de ce qu'ils souhaiteraient. Donc ici, on a les crémeuses qui va nous permettre, quand le lait entier va passer ici, d'un côté, récupérer la crème, de l'autre, récupérer le lait écrémé pour la fabrication des fromages frais. Une fois écrémé, le lait va passer de cuve en cuve. Dans celle-ci pour fermenter, puis dans celle-là pour retirer une partie de l'eau. Et après quelques heures, voici un yaourt allégé 0% de matière grasse. Pour comprendre la différence, Daniel prélève aussi un peu de yaourt classique. Donc là, on est sur le produit sans matière grasse. Ensuite, il a fait un prélèvement sur la deuxième partie. Et là, on a injecté de la crème. A priori, ce sont les mêmes. Eh bien, pas du tout. D'ailleurs, à écouter Daniel, le yaourt 0% n'aurait que des défauts. Au niveau de la texture, là, on a une texture qui n'est pas très lisse, pas très onctueuse. Le manque d'onctuosité des yaourts light, c'est le premier problème auquel les industriels sont confrontés. Mais ce n'est pas le seul. Là, je sens bien cette astringence. On est vraiment sur un produit 0% de matière grasse. C'est moins bon. En revanche, si je prends là le produit avec de la matière grasse, déjà j'ai une couleur pour moi un peu plus agréable parce qu'on part sur l'ivoire. J'ai une texture plus lisse, plus longue. Et en goût, là on voit bien que le produit s'étale sur la langue. Il y a une onctuosité. Et là, c'est vraiment agréable d'avoir ce produit en bouche.
En enlevant la matière grasse du lait, Daniel a déstructuré le yaourt, au risque qu'il devienne donc désagréable et trop fort en bouche. Après, c'est le consommateur. Qu'est-ce qu'il veut? Un produit naturel, provenant uniquement du lait, ou bien un produit peut-être plus agréable en bouche, mais avec dans la liste des ingrédients de l'amidon, des carragénanes, de la gélatine, voilà. Des additifs que se refuse à utiliser Anthony dans ses yaourts allégés, quitte à avoir un produit un peu moins savoureux. Mais pour séduire les consommateurs, beaucoup de ses concurrents ont sauté le pas. Les autres grands du secteur ont refusé nos demandes de tournage. Alors pour en savoir plus, nous nous sommes rendus en Picardie, juste à côté de Beauvais, dans une école qui forme les industriels de demain, des ingénieurs agronomes. Il est 9h30, Benoît, Élodie et Mallory s'apprêtent à rentrer en classe. Bonjour. Au programme ce matin, comment fabriquer un yaourt 0% qui puisse plaire aux consommateurs. Et à écouter leur professeur Jean-Paul Bonnour, ce ne serait pas si simple. Si vous retirez la graisse d'un produit alimentaire, la sensation en bouche va être très courte parce qu'il n'y a rien qui va permettre effectivement la libération lente des arômes. Ça va poser une première difficulté. La deuxième difficulté, le gras joue un vrai rôle quant à la texture. C'est-à-dire que si vous n'en mettez pas, pour le coup, vous vous retrouvez avec de l'eau. L'objectif est donc d'épaissir le yaourt allégé. Pour remplacer la matière grasse présente naturellement, Jean-Paul va nous dévoiler ce que les industriels ne souhaitaient pas nous montrer. Alors la gélatine, voilà, moi c'est simplement de la gélatine commerciale, mais il n'y a pas de honte à avoir, hein. Dans l'industrie, on l'utilise aussi en feuilles, hein. Voilà. De la gélatine sous forme de feuilles, c'est vrai qu'a priori, il n'y a pas de quoi être embarrassé. Alors donc ça se ramollit, ça ne se solubilise pas dans l'eau froide, mais ça devient tout mou, ce qui va faciliter le mélange à la préparation chaude. La gélatine, c'est le secret des grandes marques pour créer un yaourt allégé, agréable en bouche. Donc on va passer à la dégustation, on a laissé refroidir, la fermentation s'est bien passée. Jean-Paul a préparé 2 recettes light. L'une est nature, la seconde contient de la gélatine. Celui incorporé avec la gélatine, il est plus onctueux, plus fondant. Et celui avec la gélatine est vraiment bien plus goûteux que l'autre sans gélatine. Le goût semble plutôt agréable, la texture aussi. Alors, le yaourt avec la gélatine a une texture qui est beaucoup plus ferme, tandis que l'autre a une texture qui est plus cassante et donc qui se renverse dès qu'on le retourne finalement. Cette gélatine semble donc être un ingrédient idéal, sauf peut-être si l'on s'intéresse à sa provenance. Les sourcings les plus fréquents de gélatine, c'est la filière porcine et la filière bovine pour l'essentiel. Le porc représente pratiquement, on va dire pour faire simple, une bonne moitié du tonnage produit. Du bœuf, mais plus généralement du porc, peuvent être présents dans nos yaourts allégés. Un ingrédient inattendu, peut-être même gênant pour certaines communautés religieuses. C'est-à-dire que ça peut poser des petits soucis au niveau de certaines confessions, c'est ça? Ça peut poser des soucis au niveau de certaines confessions, effectivement. Ouais. La gélatine animale est présente dans près d'1 produit laitier allégé sur 2. Mais que contient-elle réellement? Aucun fabricant n'a accepté de nous ouvrir ses portes. Il faut dire que la matière première n'est pas très gourmande. Après des semaines de négociations, nous avons réussi à remonter une partie de la filière d'approvisionnement. Et nous nous sommes retrouvés dans un abattoir. Ici, 1000 porcs sont abattus chaque jour. Mais pour fabriquer la gélatine de nos yaourts allégés, ils n'utilisent pas les parties les plus nobles de l'animal. Ce ne sera pas la cuisse qui sert à fabriquer le jambon, ni les côtelettes. Pour faire de la gélatine, ils utilisent des morceaux normalement invendables. Les voici. Ça, c'est la machine où on récupère toutes les couennes. Voyez. Ça, c'est la couenne. Toutes ces couennes-là, avec ça, ça sert à faire la gélatine. Alors, celle-là, c'est la partie de la gorge. Non, c'est tout un ensemble. Hein. Tout va être fondu et c'est ce qui va donner l'ensemble de la gélatine. C'est donc cette peau de porc, une fois dégraissée et transformée, qui va se retrouver dans nos yaourts allégés et nos crèmes dessert light.
Et si les industriels raffolent de ce substitut, c'est parce qu'il est très bon marché. Une conne, ça tourne dans les 0,35 à 0,40 centimes du kilo. On peut avoir des journées comme aujourd'hui, on peut avoir sortir une tonne de couenne par jour. Et c'est pas un peu étonnant de se dire qu'on retrouve ça dans nos produits light? Ouais, mais ça a toujours été comme ça. Hein. Ça fait c'est pas que d'aujourd'hui qu'on fait de la gélatine avec la couenne. Hein. C'est vieux comme le monde. Ces produits light à base de gélatine animale, vous en mangez peut-être. Comme par exemple ces mousses au chocolat light ou ces yaourts fruités 0%. Sur les étiquettes, certaines marques précisent gélatine porcine. D'autres, en revanche, se contentent d'indiquer gélatine sans évoquer l'origine animale. Nous avons contacté le service client de certaines de ces grandes marques. Si vous avez le terme gélatine sans rien d'ajouter à côté, c'est une gélatine bovine. Porcine, c'est phrase spécifiée, gélatine porcine. D'accord, alors pourquoi c'est pas précisé gélatine bovine quand vous mettez juste gélatine? Eh bien, ce n'est pas une obligation, hein. La législation ne nous l'oblige pas, donc c'est pour ça que ce n'est pas systématiquement indiqué. La loi n'oblige en rien à préciser l'origine de la gélatine, quelle qu'elle soit. Nous appelons une autre marque. Alors après, c'est le marketing qui élabore les étiquetages, donc je vais remonter votre suggestion directement. Face au risque de polémique lié à l'utilisation de la gélatine animale, de plus en plus de marques s'orientent vers des gélatines végétales. Des additifs plus chers, mais moins repoussants pour les consommateurs, désireux de faire attention à leurs lignes.